Bienvenue sur le podcast Hack Your Soul. Je m'appelle Stéphane et ici, on va réfléchir ensemble aux aspérités de la vie. Traverser les émotions, surmonter des obstacles ou simplement profiter des bons moments. Je partage avec vous des retours d'expérience, des lectures, des discussions. Le but ? Nourrir vos pensées, vous donner des pistes d'introspection et aiguiser votre esprit critique. Épisode 35. Tu te parles mal sans même t'en rendre compte. Voici comment changer ça. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Avant de commencer, je vais vous poser une question. Avez-vous l'habitude de vous parler ? Je veux dire, quand vous êtes seul chez vous par exemple. Est-ce qu'il vous arrive de vous dire « Tiens, faudrait que je fasse ça » ou « Tu dois faire ça aujourd'hui » ou alors une voix motivante qui vous dit « Vas-y, tu vas y arriver » ? Ou est-ce que vous êtes plutôt du genre à écouter votre voix dans votre tête qui rêvasse et vous raconte dans quel état d'esprit vous êtes aujourd'hui ? Eh bien tout ça, c'est ce qu'on appelle le discours intérieur ou dialogue intérieur. C'est vieux comme le monde puisque les philosophes grecs en parlaient déjà. Et c'est bien sûr ce dialogue que l'on met en œuvre lorsqu'on réalise son introspection. Alors comme c'est quelque chose qui vient de l'intérieur de soi, on pourrait se dire c'est banal, ça n'a pas trop d'effet. Eh bien, détrompez-vous. Parce que cette petite voix peut être un moteur ou un frein si elle se transforme en rumination. C'est aussi cette petite voix qui vous permet de construire une certaine conscience de vous et de vous développer en tant qu'être humain. Mais d'où vient-elle cette voix ? Est-ce qu'on l'a toujours eue ? Est-ce qu'elle dit vraiment ce qu'on pense ou est-ce qu'elle répète des choses qu'on a intériorisées parfois bien malgré nous ? De quoi nous parle-t-elle ? Et peut-on agir sur ce dialogue intérieur, je veux dire le transformer ? C'est de tout cela qu'on va parler dans cet épisode. Pour le créer, je me suis appuyée sur un article scientifique passionnant de 2023, dont je vous mettrai comme d'habitude les références en note de l'épisode. Vous trouverez aussi des schémas tirés de l'article sur mon blog. Alors c'est parti, je vous propose de commencer par le début, c'est-à-dire d'où vient cette voix, comment se développe-t-elle et qui est-elle précisément ? D'où vient notre dialogue intérieur ? Origine et développement. Alors avant de savoir ce que cette petite voix intérieure nous raconte, essayons d'en retracer les origines. Comment peut-elle bien se construire et s'internaliser ? Origine conceptuelle. Si vous pensez que cette petite voix dans votre tête est une invention moderne de psychologue ou de coach en développement personnel, eh bien, vous vous trompez. Le dialogue intérieur, c'est une vieille affaire, une affaire philosophique, peut-être même aussi vieille que l'idée de penser. Platon, penser, c'est dialoguer avec soi-même. Platon est sans doute l'un des premiers à formuler explicitement cette idée. Il écrit que, je cite, « Penser est un discours que l'âme se tient à elle-même sur les objets qu'elle examine. » Pour lui, la pensée est intrinsèquement dialogique, c'est-à-dire qu'elle consiste à s'adresser à soi-même des questions, à formuler des hypothèses, à douter, à affirmer et puis à réfuter. Un peu comme si un Socrate intérieur posait les questions et qu'un autre Socrate y répondait. C'est d'ailleurs exactement ce qu'il met en œuvre dans ses dialogues philosophiques, notamment à travers la fameuse maïeutique socratique. On accouche d'une vérité non pas en l'énonçant tout de suite, mais en la faisant émerger par l'échange, même quand cet échange est intérieur. Pour qu'il y ait pensée, il faut qu'il y ait des mots, une verbalisation, une formulation. Pour lui, la pensée est donc intrinsèquement liée au langage. D'ailleurs, Aristote reconnaissait également le rôle du langage dans la structuration de la pensée, bien que, de son côté, l'accent soit mis sur la logique et la catégorisation des concepts. En tout cas, ces réflexions ont jeté les bases de la compréhension du langage intérieur comme un outil de régulation cognitive, si je le dis avec les mots d'aujourd'hui. Stoïcien, épicurien, le dialogue intérieur comme art de vivre.
Cette tradition se prolonge chez les stoïciens comme Marc Aurèle ou chez les épicuriens. Chez eux, le dialogue intérieur devient une technique d'examen de soi. On y raisonne ses propres impulsions, on y contrôle ses affects, on cherche à accorder ses actions à ses principes. Il s'agit d'une véritable pratique éthique. Pour parler avec le langage d'aujourd'hui, là encore, on dirait un outil de gestion intérieure et de travail sur soi. Le dialogue intérieur dans la pensée chrétienne entre introspection et transcendance. Avec les penseurs chrétiens et chez saint Augustin, le dialogue intérieur prend une dimension nouvelle, à la fois existentielle et spirituelle. Dans ses confessions, en parlant à Dieu, il se découvre lui-même. Il écrit, je cite, « Je te cherchais à l'extérieur de moi-même, mais toi, tu étais plus intérieur à moi que ce que j'ai de plus intérieur. » Chez saint Augustin, le dialogue intérieur n'est pas un simple monologue du moi avec lui-même. C'est l'écoute d'une voix plus profonde, celle de Dieu. La vérité ne vient pas des mots extérieurs, mais d'une illumination de l'âme. Penser, c'est donc entendre une vérité qui nous précède. Et il accorde une place centrale à la mémoire, un lieu où l'âme dialogue avec elle-même, revisite le passé, se projette, juge, médite. Pour lui, ce processus est un langage intérieur vivant, orienté non pas vers une pure connaissance de soi psychologique, mais vers un au-delà de soi, une transcendance. Thomas d'Aquin, près de 870 ans plus tard, au Moyen-Âge donc, en remet une couche. Il développe ce qu'il appelle le verbum mentis, le verbe mental. Il distingue cette parole intérieure de l'acte de pensée brute. Penser, selon lui, consiste à produire intérieurement un mot, une forme intelligible, à travers laquelle on accède à la connaissance. Ce verbe mental est plus qu'une parole, c'est ce qui permet à l'esprit d'unifier les perceptions, les pensées, les affects. Bien sûr, cette parole intérieure a aussi une dimension spirituelle. C'est dans le silence, par la méditation, que l'âme peut se tourner vers Dieu. Le dialogue intérieur devient alors un chemin d'unification de soi et toujours d'ouverture à une transcendance. Vygotsky, du langage social au langage intérieur. Enfin, au XXe siècle, Lev Vygotsky apporte une pierre décisive à la psychologie du dialogue intérieur. Lui, il s'est beaucoup intéressé au rôle du langage dans le développement cognitif et mental. Ce langage intérieur, ce sont des monologues qui accompagnent l'action et qui n'ont pas de fonction communicative. Il occupe une place très importante chez les enfants de 5 ou 6 ans qui se parlent tout haut pour se guider. Vous avez peut-être déjà observé ça chez vos enfants ou chez les enfants de votre entourage. Puis ce langage disparaît. Le langage socialisé à fonction communicative, celui qu'on utilise tous les jours, devient prépondérant. Mais Vygotsky pense que le langage intérieur ne disparaît pas, non. Il subsiste en s'intériorisant et devient un instrument important dans la régulation de l'activité. Cette forme silencieuse de langage permet d'orienter l'activité et d'accéder à un mode de régulation intentionnel. Vous voyez qu'ici on touche aux fonctions exécutives, c'est-à-dire que le langage intérieur aiderait à la planification de l'action. Or, la planification fait partie intégrante des fonctions exécutives. Donc pour Vygotsky, le langage ne traduit pas simplement la pensée. D'abord, il la rend possible, comme le disait déjà Platon, mais de surcroît, il la structure et il peut la moduler. Mais si les philosophes nous ont aidés à saisir ce qu'est le dialogue intérieur et à quoi il sert, encore faut-il comprendre comment il naît chez nous les êtres humains. Car cette voix si intime ne sort pas de nulle part. Elle s'est construite progressivement depuis l'enfance. C'est ce que nous allons voir maintenant. Genèse du langage intérieur. Vous avez peut-être déjà observé un enfant en train de se parler tout haut alors qu'il commence à faire quelque chose de nouveau qui représente une certaine difficulté pour lui. Ou vous avez peut-être déjà observé des tout-petits répétant certaines consignes de leurs parents comme pour se les approprier.
Par exemple, si le parent énonce que l'enfant n'a pas le droit de toucher quelque chose, eh bien l'enfant pourra se poster devant la chose en question et se répéter à haute voix « pas le droit, pas le droit ». Ou utiliser son prénom ou son surnom en disant « pas pour Inès ». Autre exemple, si vous avez déjà joué avec des enfants de 4, 5 ou 6 ans aux jeux de société, vous savez à quel point il leur est difficile de cacher leur jeu, de ne pas dévoiler toutes les cartes qu'ils ont en main. Car c'est en commentant le jeu qu'ils arrivent à comprendre et à structurer ce qui se déroule, puis à l'intérioriser. Étrangement, dès les premières années de vie, le langage ne sert pas uniquement à communiquer avec autrui. Il est un outil que l'enfant utilise pour penser, planifier et se réguler lui-même, se construire et développer ses capacités cognitives. Finalement, ce langage intime permet à l'enfant de tester un peu d'autonomie ou de créer une première autonomie. Et il l'aide à organiser concrètement ses actions et à se concentrer ou résoudre des problèmes. Ce langage que les enfants s'adressent à eux-mêmes à haute voix, sans intention de communiquer avec autrui, a été désigné sous le terme de private speech par Vygotsky. Il voyait ce langage comme une étape normale et essentielle du développement permettant à l'enfant de s'approprier le langage comme outil de pensée et d'autorégulation, là où Piaget y voyait une parole reflétant une immaturité cognitive. Point important, pour Vygotsky, ce private speech découle d'interactions sociales qui se transforment progressivement en discours intérieur à mesure que l'enfant grandit et que ses compétences cognitives se développent. Mais comment cela se passe-t-il à l'âge adulte ? Prenez un instant pour vous observer. Est-ce que vous êtes du genre à commenter vos actions quand vous êtes seul ? À haute voix ? Dans votre tête ? Est-ce que cette voix est plutôt présente quand vous vous laissez aller à la rêverie ? Nous n'avons souvent pas conscience que ce dialogue interne se déroule. Pourtant, il continue de structurer notre pensée, d'influencer nos décisions et de réguler dans une certaine mesure nos émotions. Vous vous êtes sûrement déjà lancé une phrase de motivation du genre « Allez, tu peux le faire » ou « Vas-y, tu peux y arriver » dans un contexte de challenge sportif ou par exemple pour dépasser votre timidité et aller parler à un inconnu. Vous avez aussi sûrement commenté vos propres résultats en vous disant « Ah bah ça c'était pas ma plus brillante idée, hein ». Cette fois-ci, votre voix intérieure est plus du côté de l'auto-évaluation. Et puis, il y a aussi la voix rassurante qui vous dit « Tout va bien se passer » quand vous affrontez quelque chose qui vous déstabilise. Eh bien, tous ces exemples sont un héritage direct de ces premières formes de langage dont je vous parlais chez l'enfant, qui ont été intériorisées. C'est ce que Vygotsky appelle le inner speech, qui apparaîtrait autour de 7 ans, lorsque l'enfant devient plus conscient de lui-même et commence à intérioriser ce langage. Intérioriser voulant simplement dire que le langage n'est plus exprimé à voix haute, mais exprimé maintenant à l'intérieur de la tête. Si je le dis autrement, ce langage intériorisé correspond à une expérience subjective de langage, sans articulation audible. C'est un langage internalisé, silencieux, qui accompagne la pensée et la régulation de soi à l'âge adulte. Donc le langage initié avec nous-mêmes enfants ne disparaît pas à l'âge adulte. Et si vous y prêtez attention, je suis sûre que vous en retrouverez certaines traces. Articulation, grammaire et forme. Alors comment s'exprime-t-elle cette voix ? Question importante, d'autant plus que ce langage intérieur vient structurer la pensée. Nous avons vu que ce langage peut être articulé et prononcé, audible ou chuchoté, notamment chez les enfants dans le private speech. Les phrases sont simples, structurées autour d'une tâche immédiate. Et plus l'enfant grandit, plus les phrases s'enrichissent en syntaxe. Au début, il s'agit de mots, puis de mots-phrases, puis au fur et à mesure, les phrases vont s'étoffer pour venir soutenir une pensée de plus en plus autonome et complexe. Le inner speech est une forme plus mature et intériorisée. Là, tout se passe dans la tête sans son. Mais ce n'est pas parce que c'est silencieux que c'est inactif, hein ? Et il ne s'agit pas non plus d'une simple répétition de mots en mode automatique. Non, il peut prendre des formes variées, parfois très condensées, où le sens prime sur la structure syntaxique. Il peut être abrégé, elliptique, et il est bien sûr surchargé de signification personnelle. Quand je dis elliptique, il peut également s'agir d'images mentales.
C'est un discours condensé qui va aider à la structuration de nos raisonnements, qui va soutenir notre attention et qui va développer notre conscience de soi. D'ailleurs, quel pronom utilisez-vous quand vous vous parlez ? Les tout petits utilisent leur prénom avant l'arrivée du jeu. Tom, chocolat. Puis le moi. Moi, chocolat. Moi, veux chocolat. Marque une première étape pour se désigner, puis le jeu apparaît si je donne une fourchette large, entre 2 ans et demi et 4 ans. Il est d'abord utilisé maladroitement, puis il s'affirme tranquillement. Mais adultes, qu'est-ce que vous utilisez, vous ? Le je, le tu, le il ? Ou même peut-être le nous ou le on ? Vous vous dites « je vais y arriver » pour vous encourager ou « tu vas y arriver » ? En réalité, utiliser différents pronoms, c'est aussi utiliser différentes fonctions du langage intérieur. Le je exprime souvent la réflexion, l'introspection, l'auto-observation, l'auto-perception et la mise en mots d'une sensation immédiate. Le tu est souvent utilisé pour se motiver ou prendre de la distance émotionnelle, comme si on rejouait là la voix extérieure d'un tuteur, d'un parent ou d'un mentor. Le il, le nous ou le on sont quand même plus rares. Ils peuvent être utiles dans certaines stratégies d'autorégulation ou de distanciation psychique. Vous l'aurez compris, le langage intérieur ou self-talk, comme disent les anglo-saxons, n'a rien d'un monologue monotone. Il est variable, il s'adapte à ce que l'on vit, il change selon les circonstances, l'humeur, le contexte social, et aussi selon ce qu'on est prêt à entendre de soi-même. 2 grands types de self-talk. L'article de Latin Jack distingue d'abord 2 grandes catégories de self-talk. Alors, je précise qu'il ne s'agit pas d'une vérité absolue, ni de 2 cases parfaitement étanches, mais plutôt de 2 pôles d'un même continuum. Dans la vraie vie, notre dialogue intérieur circule, glisse, peut osciller d'une forme à l'autre, parfois en l'espace de quelques secondes. Cette classification, ça n'est pas pour figer, mais pour nous aider à mieux comprendre les fonctions possibles de cette voix intérieure. Le langage intérieur spontané, la pensée en mode réflexe. Le langage intérieur dit spontané, c'est par exemple quand vous vous levez le matin et que, pas très réveillé, vous renversez votre café et vous vous dites « Mais quel idiot !» Ou encore quand vous vous extasiez devant un beau paysage et que vous vous dites « Que c'est beau !» Ce genre de phrases brèves, émotionnelles, souvent involontaires, sont des exemples typiques de langage intérieur spontané. Pourquoi dit-on qu'il est spontané ? Eh bien tout simplement parce qu'il n'est ni planifié, ni contrôlé. Il survient automatiquement comme un reflet verbal de notre état mental ou psychique du moment. Ce phénomène a été largement étudié dans l'article de Latin Jack et ses collègues, qui le décrivent comme une forme de verbalisation intérieure non instrumentale, souvent inconsciente, et liée à d'autres processus psychologiques comme les émotions, les croyances ou l'attention flottante. D'un point de vue cognitif, ce langage pourrait correspondre à ce que Daniel Kahneman appelle le système 1 de la pensée, c'est-à-dire un système rapide, intuitif, automatique et émotionnel, opposé au système 2 que nous verrons ensuite, qui est plus lent et plus rationnel. Vous l'aurez remarqué, le self-talk spontané n'est pas dirigé vers un but précis. Il sert surtout à faire émerger à la conscience ce que l'on ressent, ce que l'on pense, ou ce que l'on perçoit du moment sur le moment. Il nous traverse, parfois même à notre insu. On pourrait dire que c'est une forme d'auto-révélation instantanée. Par lui, on prend conscience d'un état émotionnel que l'on n'avait peut-être pas encore formulé. Donc, plus qu'un outil, c'est surtout un témoin de ce qu'on vit, de ce que l'on est et de la vitalité de notre être. D'un point de vue clinique, bien sûr, ce type de self-talk a été étudié et associé à de nombreux états mentaux, positifs comme négatifs, notamment dans les ruminations. Ce langage spontané est donc une fenêtre sur notre vie intérieure et, si on le conscientise, un potentiel outil d'introspection pour développer sa connaissance de soi. Langage intérieur dirigé, penser, planifier, se réguler. Contrairement au langage intérieur spontané qui jaillit sans qu'on le commande, le langage intérieur dirigé est délibéré, stratégique et conscient. C'est la version intentionnelle de notre dialogue intérieur,
celle qu'on mobilise pour résoudre un problème, pour se motiver, ou pour analyser une situation, ou encore préparer une action. C'est la voie de la réflexion structurée, du contrôle de soi et de la régulation mentale. Ce type de discours intérieur correspond au système 2 de Daniel Kahneman, celui qui est lent, analytique, contrôlé et coûteux en ressources mentales. Là où le système 1 réagit, le système 2, lui, planifie, corrige, réoriente. Par exemple, vous êtes devant un mur d'escalade. Vous l'observez et vous vous dites « Respire, concentre-toi. Tu vas commencer par là en mettant ton pied ici, puis dérouler le mouvement pour aller chercher cette prise, etc., etc. » Le langage intérieur dirigé n'est pas un simple outil, mais une véritable compétence psychologique qui peut se développer avec l'expérience et la métacognition. La métacognition, c'est la capacité à réfléchir sur ses propres processus de pensée, c'est-à-dire à prendre conscience, contrôler, réguler la façon dont on apprend, dont on comprend ou dont on résout les problèmes. En 2 mots, la métacognition, c'est penser sur ses propres pensées. Alors, concrètement, à quoi peut nous servir ce langage intérieur dirigé ? Eh bien, il peut nous aider à réguler des émotions, quand on se dit « ça va aller, respire ». Il peut aider à réussir une tâche en nous autoguidant, par exemple lors d'un examen « relis bien chaque consigne avant de répondre ». Il peut aussi nous aider à réfléchir sur des alternatives cognitives après avoir traversé un échec ou une frustration. Là, il s'agit d'un véritable travail d'introspection structuré. Donc pour résumer, là où le langage intérieur spontané révèle un état, le langage intérieur dirigé crée un mouvement. Il s'appuie sur la conscience de soi pour produire un discours intérieur qui va orienter, corriger ou soutenir l'action. D'ailleurs, pour la petite histoire, des études en neuroimagerie ont montré que le langage intérieur dirigé active des zones cérébrales différentes de celles du langage intérieur spontané, notamment les circuits liés à la planification, à la mémoire et au contrôle cognitif. Cinq fonctions, 5 visages du langage intérieur. Bon, mais ça ne serait pas très drôle si on n'avait qu'une classification avec 2 types de langage intérieur. En fait, on peut aussi différencier le langage intérieur selon la coloration de sa fonction. Autrement dit, faire une classification fonctionnelle et définir ce langage avec la question « à quoi il sert ?» Là encore, les catégories proposées ne sont pas des vérités ni exclusives ni absolues, mais elles offrent une autre grille de lecture pour décoder ce langage et pour pouvoir l'utiliser ensuite. Je vais passer rapidement en revue sur les 5 fonctions pour que vous les ayez bien en tête. Le langage intérieur motivationnel. Ça, c'est quand vous vous dites « Vas-y, tu peux le faire » ou alors « Accroche-toi, tu vas y arriver ». Le but, c'est de soutenir l'effort, de renforcer la confiance et de booster l'engagement dans l'action. Il est particulièrement employé dans les contextes de performance comme le sport, les examens et la pédagogie, et la prise de parole en public par exemple. Mais aussi pour tout un chacun dans nos moments de doute ou nos moments de fatigue. Les études montrent que ce langage est souvent formulé à la 2e personne, ce qui créerait une forme de distanciation propice à la mobilisation. Bien sûr, il est particulièrement utilisé dans les techniques de préparation mentale. Le langage intérieur instructif. Là, il s'agit plutôt d'un guide intérieur. C'est la voix du technicien, de l'artisan. Il nous sert à guider l'exécution d'une tâche. C'est quand on se dit « commence plutôt par là » ou « n'oublie pas de faire ci ou ça ». Ce langage, vous pouvez l'observer en direct chez les enfants de 4, 5 ou 6 ans qui apprennent une compétence, mais aussi chez les adultes dans des contextes exigeant précision et coordination. Ce langage intérieur a une dimension procédurale. Il vient structurer l'action, étape par étape. Le langage intérieur évaluatif. Celui-là, il est très intéressant pour les thérapeutes. Du côté thérapeute pour observer le travail thérapeutique en cours et se mettre en position méta durant un entretien, et du côté patient pour les faire travailler sur leur propre langage intérieur
notamment les ruminations. Ce langage permet de prendre du recul. Il commente, il juge, il interprète. Par exemple, c'est le langage intérieur évaluatif que vous utilisez quand vous venez d'envoyer balader quelqu'un et que vous vous dites « Je suis peut-être allé un peu trop loin là ». Il intervient après l'action, ou parfois pendant, dans une logique de feedback interne. Il peut donc, du côté positif, nourrir l'apprentissage, mais du côté négatif, alimenter les ruminations. Dans les thérapies cognitivo-comportementales, il est utilisé pour identifier et reformuler les pensées, pour limiter leurs effets délétères. Le langage intérieur régulatif. Ici, il s'agit de moduler une émotion, de calmer un stress ou d'ajuster un comportement. Ce langage intérieur accompagne la régulation de soi. Par exemple, c'est quand vous êtes stressé et que vous vous dites « Respire ». Calme-toi. Il est centré sur le contrôle de l'impulsivité et de l'attention. Il peut émerger de manière dirigée, volontaire, ou être déclenché spontanément en réponse à un débordement émotionnel. Pour tous ceux qui font des groupes thérapeutiques, ce langage est très utile aux patients pour appréhender la relation et travailler sur l'ajustement relationnel. Le langage intérieur dialogique. Enfin, le dernier langage, c'est le langage intérieur dialogique. Qu'est-ce que c'est que ça encore ? Eh bien, c'est quand vous vous parlez à vous-même comme si vous étiez quelqu'un d'autre en adoptant son point de vue. Par exemple, pour travailler la bienveillance envers soi et l'assouplissement du perfectionnisme, on peut demander à son patient de se parler comme s'il était son meilleur ami. Eh bien, à ce moment-là, c'est le langage intérieur dialogique qu'il va utiliser. Ça peut prendre la forme d'un débat intérieur, d'une mise en balance d'options ou d'un jeu de rôle mental. Pourquoi tu as fait ça ? Parce que j'avais peur. Et cette peur, elle revient souvent ? Oui, elle est là tout le temps, elle est tout le temps présente en ce moment. Etc., etc. Donc ce langage intérieur dialogique peut s'avérer très utile dans la prise de décisions complexes et pour développer sa créativité. On s'appuie énormément sur lui dans les thérapies existentielles et psychanalytiques. Le langage intérieur, miroir de soi. Maintenant que vous êtes plus familier avec les différents types de langages qui peuplent vos intérieurs, peut-être que vous sont venus pendant que je les décrivais des liens avec d'autres concepts comme la conscience de soi, la capacité à s'individuer, ou encore la possibilité de se reconnaître soi comme différent des autres, et donc les questions de relation et de communication. Conscience et connaissance de soi. Quand on parle de conscience de soi ou de connaissance de soi, on touche à des concepts riches, mais qui ne veulent pas dire la même chose et qui surtout ne relèvent pas du même champ théorique. La conscience de soi, c'est le fait de se savoir présent à soi-même. C'est ce moment où l'on devient sujet de sa propre attention. On se regarde penser, on se regarde ressentir ou agir. Elle est explorée en psychologie sociale avec les travaux sur la self-awareness, mais aussi en phénoménologie, chez Sartre ou Merleau-Ponty, où elle est décrite comme une expérience d'être au monde en tant que sujet. En psychanalyse, elle est partielle, car toujours prise dans le langage et l'inconscient. Le dialogue intérieur, qu'il soit spontané ou dirigé, favorise l'émergence de la conscience de soi. Un discours comme « je suis nul » peut involontairement faire surgir l'état émotionnel sous-jacent, par exemple la honte, ou de la colère. Et c'est cette mise en mots qui déclenche potentiellement un effort d'autorégulation ou de distanciation. La connaissance de soi, elle, est une notion cognitive. C'est ce qu'on sait ou ce qu'on croit savoir de soi. Ses compétences, ses états mentaux, ses émotions, ses besoins. Elle est au cœur de la psychologie cognitive et du développement de l'enfant, notamment à travers la métacognition. Cette capacité à observer ses propres pensées, à les interroger, à les réguler, c'est ce qui nous permet de nous dire « là, je me sens un peu dépassé » ou encore « pourquoi est-ce que je réagis comme ça ?» Le simple fait de formuler ses pensées nous place à un niveau supérieur d'analyse. On ne vit plus seulement l'expérience, on se met dans une position méta.
on pense l'expérience en train de se produire. Se parler à soi-même, ce n'est pas seulement penser, c'est aussi se prendre pour objet de pensée. Le langage intérieur va donner forme à ce qui sans lui resterait diffus, confus, émotionnellement opaque. Il nous permet de rendre conscients et de manipuler mentalement des idées. C'est aussi lui qui fait un pont entre nos sensations internes, les pensées floues et une forme de langage et de conscientisation. Autrement dit, il nous permet métacognition et introspection, c'est-à-dire qu'il nous ouvre sur une certaine réflexivité. En nous parlant finalement, nous construisons une image de nous-mêmes, un récit intérieur, un jeu qui observe, évalue et anticipe. Ce processus dialogique est essentiel à ce que certains chercheurs appellent le soi réflexif ou le soi dialogique, c'est-à-dire un sujet qui n'est pas figé, mais qui se constitue dans l'échange même intérieur entre différentes parties de lui-même. Donc certes, ce dialogue intérieur peut nous permettre d'agir sur nous-mêmes comme un outil, mais il va bien au-delà. En connectant sensations, émotions et pensées, il nous aide à construire notre identité. Socialisation et image de soi, nos voix intérieures ne sont jamais solitaires. Quand on se parle à soi-même, on pense souvent que c'est à l'intérieur, seulement pour soi, comme en dehors du monde. En réalité, rien n'est plus social que ce discours intime, car nos voix intérieures ne naissent pas dans le vide, elles sont habitées, traversées et façonnées par celles des autres. D'où viennent ces voix ? Eh bien, dès l'enfance, nous internalisons des bribes de discours des personnes qui nous entourent. Les paroles de nos parents, de nos éducateurs ou de nos tuteurs, des adultes significatifs qui structurent nos manières de penser et de parler. Et je vous rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure, Vygotsky parle du langage privé de l'enfant comme d'une internalisation du discours social. Ce langage, d'abord tourné vers l'extérieur, devient peu à peu un outil interne de régulation, d'anticipation et de commentaire. Et même une fois devenu silencieux, il garde des traces de ses origines sociales. Chez l'adulte, ses voix intérieures continuent bien sûr de porter la mémoire de ses premiers liens. Et peut-être que si vous prêtez suffisamment attention, vous reconnaîtrez parfois dans certains de vos self-talks spontanés la voix d'un parent qui vous juge, les intonations d'un enseignant qui vous encourage ou le réconfort d'une voix amie. Si je le dis autrement, même si cette voix nous semble ne venir que de nous, elle garde des traces d'un héritage beaucoup plus complexe. Là encore, le dialogue intérieur joue un rôle fondamental dans notre image de nous-mêmes. Il est le miroir où s'expriment, souvent de façon implicite ou inconsciente, les normes, les attentes et les jugements sociaux que nous avons intégrés. Et c'est en ce sens qu'il est un lieu de continuité entre l'individuel et le collectif. Il prolonge le lien social au cœur même de notre solitude. Et puis il nous permet de nous situer dans le monde, d'ajuster notre comportement en fonction des situations que l'on rencontre, de réguler nos émotions, mais aussi de sentir que nous appartenons à une communauté. Finalement, nous pourrions dire que le dialogue intérieur est relationnel autant qu'intrapersonnel. Quand nous nous parlons à nous-mêmes, il ne s'agit pas d'un repli sur soi, mais d'un dialogue avec le monde que nous avons intériorisé au fil des années. Un monde peuplé d'expériences, de regards, de voix qui nous parlent encore, même quand elles sont absentes dans notre réalité tangible. Capacité à être seul, à s'individuer, le langage intérieur comme ancrage. Pouvoir être seul avec soi-même, traverser la solitude de manière sereine, en étant présent à soi, c'est une capacité précieuse. Mais attention à ne pas confondre capacité à être seul et isolement. Contrairement à ce que vous pensez peut-être, eh bien cette capacité à être seul se construit lentement au fil du temps. Mais comment et où se construit-elle ? Eh bien paradoxalement, elle se construit dans le lien, puis dans la transformation que nous faisons de ce lien vécu et intériorisé. C'est le pédiatre et psychanalyste Donald Winnicott qui a formulé le concept de la capacité à être seul. Ce moment où l'enfant, bercé par la présence rassurante d'un adulte fiable,
découvre qu'il peut exister par lui-même. Cette capacité à être seul se développe non pas dans une solitude physique isolée, mais dans un état où on peut être seul tout en étant en présence rassurante d'un adulte fiable. Si je le dis encore autrement, l'enfant apprend à être seul psychiquement tout en sentant la présence sécurisante de l'autre. Cette capacité sera fondamentale pour son développement affectif et sa maturité, parce que c'est à partir de là que se développe l'autonomie psychique. Vous savez, cette aptitude à se réguler, à penser, à ressentir sans dépendre complètement d'un appui extérieur immédiat que représentent les tuteurs ou les parents. En conséquence, le dialogue intérieur joue ici un rôle central. En tant que prolongement du langage intériorisé, il devient un espace de continuité psychique, un lieu où le sujet tisse un fil entre ses pensées, ses émotions, ses souvenirs et ses projections, assurant ainsi la cohérence de son identité dans le temps. Même seul, je peux me parler, je peux me rassurer, et je peux m'orienter. Même sans autrui, je suis accompagnée par une part de moi qui me répond. Et cette part-là, je l'ai construite avec les autres. Mais je l'habite désormais seule. Enfin, ce dialogue avec soi est aussi un moteur d'individuation. Il permet de prendre du recul, d'examiner ses émotions, de faire des choix plus libres. En offrant un terrain d'élaboration mentale, le langage intérieur favorise la structuration du soi et le développement d'une pensée autonome. Être capable de se parler, c'est donc aussi être capable de s'accompagner soi-même, de devenir ce tiers intérieur qui écoute, qui comprend, qui recadre, qui peut relancer. Là encore, vous voyez que le dialogue intérieur va bien au-delà d'un simple outil cognitif. Il devient un lieu d'habitation, une forme de présence à soi qui rend la solitude non seulement supportable, mais féconde. Le pouvoir du self-talk, agir sur soi, être et agir en soi. Bon, alors vous allez me dire, c'est bien beau tout ça, mais est-ce qu'on peut en faire quelque chose concrètement là maintenant ? Eh bien la réponse est oui, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Régulation émotionnelle et comportementale. Se parler, c'est parfois tout ce qu'il nous reste pour ne pas craquer. Un mot qu'on se murmure, un rappel intérieur, un « respire » ou un « ça va aller », qui, à défaut de tout résoudre, évite de perdre pied, sont parfois salvateurs. Alors bien sûr, le dialogue intérieur n'est pas une solution miracle, mais il peut agir comme un système de régulation interne à la fois émotionnelle et comportementale. Dans les moments de tension, d'échec ou d'anxiété, la parole intérieure joue le rôle d'un auto-coach. Elle oriente notre attention, module notre état émotionnel et influence directement notre capacité d'action. De nombreuses études en psychologie du sport, par exemple, montrent que les athlètes qui utilisent des scripts verbaux ciblés, par exemple « tiens bon »,« concentre-toi sur le geste », améliorent significativement leur performance et leur récupération après un stress ou une erreur. Ce type de langage intérieur dirigé contribue à réguler l'impulsivité, réduire le stress perçu et maintenir l'engagement dans l'action. Mais cette régulation ne concerne pas que les performances athlétiques ou sportives, Elle touche aussi nos gestes du quotidien. Se parler avant une prise de parole importante, penser en silence « ce n'est pas contre toi » après un conflit, nommer ce que l'on ressent pour éviter qu'un débordement émotionnel nous emporte sur son passage, eh bien tout cela relève finalement de stratégies d'autorégulation accessibles avec un peu d'entraînement. Notre parole crée notre réalité. Si vous vous intéressez un peu au développement personnel, vous avez sûrement déjà entendu cette phrase « Nos pensées créent notre réalité ». C'est une formule séduisante, presque magique, mais un peu trop simplificatrice tout de même. Car en réalité, ce ne sont pas nos pensées en elles-mêmes, mais la manière dont nous les disons et dont nous les croyons qui peut influencer nos comportements, nos émotions et parfois les événements qui en découlent. Et j'ai bien dit qui peut influencer, c'est du conditionnel, parce qu'il y a tout un tas d'autres variables qui vont jouer sur ce conditionnel. Le contexte, notre personnalité, notre niveau de stress, notre histoire passée, etc., etc., etc.
Ce phénomène bien connu en psychologie sociale et cognitive porte un nom, la prophétie auto-réalisatrice. Par exemple, lorsqu'une personne se répète « je vais échouer », elle ne fait pas qu'exprimer une crainte. Elle augmente inconsciemment la probabilité que cette crainte devienne réalité. Ce mécanisme agit comme une boucle de rétroaction. Nos paroles intérieures modèlent nos attentes, nos émotions, nos actions, et donc, par conséquence, nos résultats. À l'inverse, un langage intérieur encourageant formulé au bon moment peut être tout à fait aidant. Se dire « tu peux le faire » plutôt que « je vais essayer » permet de se repositionner et d'appréhender l'action dans une posture d'efficacité personnelle. C'est d'ailleurs ce que Bandura appelait le sentiment d'auto-efficacité. Cela change la perception du défi et renforce l'engagement. Cela oriente nos efforts dans le sens de la réussite. Et figurez-vous que ça marche aussi en pédagogie. Un prof qui dit à un élève « je sens que tu peux y arriver, tu as les capacités », même si ce n'est pas tout à fait encore le cas, eh bien ça peut influencer la trajectoire scolaire de cet enfant. C'est ce qu'on appelle l'effet Pygmalion. Les attentes d'un enseignant influencent inconsciemment son comportement envers les élèves, ce qui modifie à son tour les performances de ceux-ci. Mais revenons au discours intérieur. Eh bien, il fonctionne parfois sur le même principe. Si vous vous répétez régulièrement « je vais trouver une solution » plutôt que « je suis coincé », vous modifiez l'état mental dans lequel vous vous mettez à agir. Vous voyez la différence de perception que ça induit entre « je vais trouver une solution » et « je suis coincé ». Dans le « je suis coincé », on est bloqué, on piétine, alors que dans le « je vais trouver une solution », on est orienté vers l'action, orienté vers l'avenir. Pour le dire simplement, nos croyances influencent effectivement nos comportements et nos comportements influencent nos résultats. Mais attention, comme on l'a dit, il n'y a pas d'absolu et beaucoup d'autres choses influencent à la fois nos croyances et nos comportements. Et bien sûr, je précise qu'une parole intérieure encourageante peut favoriser l'action, mais elle ne remplace ni les compétences réelles, ni les conditions extérieures. Cet usage stratégique de notre parole intérieure, c'est juste finalement un levier parmi d'autres. Parce que oui, inutile de dire que si vous vous répétez que vous allez réussir un examen ou une compétition alors que vous n'avez pas du tout travaillé, eh bien ça ne marchera pas. Ça, c'est de la pensée magique. Bonne pratique et levier d'action concret. Alors concrètement, comment se parler à soi-même de manière efficace ? Parce que oui, vous l'avez compris, toutes les formes de langage intérieur ne se valent pas. Et s'il peut devenir un outil de régulation, de motivation et de recentrage, il peut aussi à l'inverse se transformer en véritable piège, surtout quand il prend la forme de rumination ou de discours auto-dévalorisants. Vous savez, ces discours négatifs qui sapent l'estime de soi-même. Des phrases comme « je suis nul »,« je ne vaux rien »,« je vais encore me planter de toute façon ». Ces phrases qui tournent en boucle, souvent à bas bruit, sans qu'on en ait pleinement conscience. Ces discours peuvent entraîner un auto-sabotage comportemental et maintenir un état de stress chronique ou alimenter anxiété et dépression. Les ruminations en particulier sont une forme de discours intérieur dysfonctionnel et figé. Ce n'est plus un espace de réflexion ou d'ajustement, mais une boucle mentale qui nous enferme. On se rejoue le film d'un événement passé, on rumine sur ce qu'on aurait dû faire ou ce qu'on aurait dû dire, ou alors on se projette en boucle dans une peur du futur sans avancer d'1 millimètre. Et même si je ne vais pas rentrer ici dans les détails de la prise en charge de ces ruminations, sachez que ce sont des processus qui se traitent et qui ne doivent pas être banalisés, tant leurs effets peuvent être délétères. Alors, les études scientifiques récentes en psychologie cognitive nous donnent quelques bonnes pratiques à mettre en place pour pouvoir utiliser ce discours intérieur comme outil pour mieux nous auto-accompagner. D'abord, la forme grammaticale. Eh bien, il vaudrait mieux se parler à la deuxième personne pour être plus efficace. C'est-à-dire qu'au lieu de vous dire « je peux le faire », il vaut mieux utiliser « tu peux le faire ». Se parler à la deuxième personne, ça augmente la motivation et ça aiderait à réguler le stress, notamment dans des contextes exigeants. Ce décentrage grammatical crée comme une forme de distanciation psychologique salutaire, un espace entre soi et l'émotion, entre soi et l'enjeu,
qui permet de réguler l'émotion au lieu de s'y laisser engloutir. Autre levier, moins intuitif je trouve, c'est la formulation interrogative. Plutôt que de se répéter une affirmation un peu creuse du genre « je vais y arriver », on peut se poser une vraie question. Vais-je y arriver ? Cette technique nous mobiliserait davantage car elle activerait la recherche de solutions et elle nous engagerait vers l'action. En fait, elle rend le discours plus actif que passif, plus stratégique que mécanique. Bon, attention à ceux qui ont tendance à ruminer, parce que moi quand je me dis « vais-je y arriver », je sens qu'il y a un petit discours intérieur négatif qui peut arriver tout de suite derrière, donc je préfère utiliser la deuxième personne, le « tu vas y arriver ». Enfin, il y a ce qu'on appelle les mots signal. Alors ces mots agissent comme des mots repères. Ils sont simples, ciblés, porteurs d'une intention claire. Ils servent d'ancrage mental. Comme respire, concentre-toi, tu sais le faire. On les retrouve chez les sportifs, les enseignants, dans certaines approches thérapeutiques comme l'hypnose. Et vous pouvez aussi créer les vôtres à partir de vos propres besoins ou de situations récurrentes dans votre vie. Tout ce que je viens d'évoquer, ça s'appelle le langage intérieur stratégique. Mais pour que ces outils fonctionnent, encore faut-il les relier à soi. Et oui, comme toujours, la première étape, c'est de vous observer, pour prendre conscience de votre propre manière de faire. Prendre conscience de vos mots réflexes, des tournures automatiques qui hantent votre esprit, des injonctions intérieures qui vous habitent. Parce qu'apprendre à bien se parler, c'est d'abord apprendre à mieux s'écouter. Alors voici quelques exemples concrets de l'utilisation de cette compétence, comment elle peut être mobilisée finalement en vie réelle. Au cours des thérapies cognitives et comportementales ou des thérapies d'acceptation et d'engagement, on apprend explicitement aux patients à identifier leurs dialogues intérieurs toxiques, rumination, pensées dévalorisantes, scénarios catastrophes, etc. pour ensuite les restructurer, les transformer en formulations plus justes, plus aidantes et parfois même un peu plus tendres. Autre exemple, on l'a souvent évoqué là dans l'épisode, c'est le sport de haut niveau. Les préparateurs mentaux forment les athlètes à utiliser ces mots signal, à se parler en « tu » ou à reformuler l'échec en termes d'apprentissage. On leur apprend aussi à caler leurs paroles de ce discours intérieur sur leurs gestes physiques pour maximiser la performance. Et dernier exemple, la pédagogie. De plus en plus d'enseignants initient leurs élèves à l'autoparole stratégique. Par exemple, dis-toi que tu peux essayer autrement. Rappelle-toi ce que tu sais déjà. Fais-toi confiance. En aidant l'enfant à verbaliser ses processus internes, on le met en position méta. Vous vous souvenez, on a parlé de la métacognition tout à l'heure. Eh bien, en faisant ça, on l'initie à un outil d'autonomie cognitive et émotionnelle qui lui servira toute sa vie. Conclusion. Se parler, c'est se rencontrer. Qu'est-ce qu'on a vu ensemble aujourd'hui ? Alors on a vu que le dialogue intérieur, ce n'est pas juste une habitude bizarre. Non, c'est un phénomène universel et structurant qui traverse nos pensées, nos émotions, nos comportements et même notre identité. Il peut prendre plusieurs formes, spontanées ou stratégiques, bienveillantes ou critiques, des mots d'encouragement ou des phrases qui rabaissent. Et il remplit plusieurs fonctions. Il nous aide à réfléchir, à réguler ce qu'on ressent, à nous motiver, à donner du sens à ce qu'on vit. Et puis, il peut devenir un véritable outil d'action, dans le sport, à l'école, en thérapie, ou simplement au quotidien à condition d'apprendre à s'écouter, d'apprendre à écouter ce langage intérieur, à le reconnaître et parfois à le reformuler. Comme d'habitude, si cet épisode vous a inspiré, parlez-en autour de vous, notez-le, partagez-le dans la vie réelle ou sur vos réseaux sociaux. Et voilà mon invitation pour vous aujourd'hui. Prenez le temps d'écouter la voix qui parle en vous. Pas pour la juger ou pour la faire taire, non, mais pour la comprendre. Parce que cette voix-là, c'est vous aussi. C'est celle qui vous connaît par cœur. C'est celle qui vous suit partout. C'est celle qui peut parfois vous plomber, mais aussi vous encourager. C'est celle qui peut aussi vous faire grandir. Et si vous appreniez à vous parler autrement ? Si vous appreniez à vous parler comme un ami, avec clarté, avec tendresse, avec humour. Parce que finalement, bien se parler,
c'est déjà commencer à mieux vivre avec soi-même. Merci pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt.